À l'heure actuelle, j'arrive pas à voir, mais oui, à peu près 44-45 personnes connectées. J'ai coupé les micros dans l'immédiat pour éviter un peu le larcène. L'ouverture ARS va bientôt débuter. On attend la connexion de la salle qui est à côté. Moi, je reste sur mon poste informatique, encore peut-être 2 minutes. Donc voilà, je vous demande un tout petit peu de patience encore, et puis ça va débuter. Je ne sais pas, Olivier Coudin, est-ce que le directeur général adjoint est connecté? 2 minutes, il se connecte. Bye bye. Donc le directeur général adjoint de l'ARS, Olivier Coudin, a dû se connecter. Je vois qu'il apparaît dans le menu déroulant. Professeur Fischer et professeur Cabier sont également présents. Donc Olivier, je ne sais pas si tu es au bout du fil. Oui, Vincent, j'ai eu Olivier, il est en train de se connecter. Juste le temps qu'il se connecte et il sera avec nous. Il apparaît. Allô? Allô? Oui. 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 Oui, bonjour. Bonjour. Très bien, on va pouvoir commencer. Professeur Fischer, professeur Cabier, vous êtes présents? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Professeur Fischer, vous êtes là? Coupé, excusez-moi, je suis là. Très bien. Nous allons pouvoir débuter cette rencontre. Je vous remercie de tous et toutes de vous être connectés pour cet échange avec le professeur Alain Fischer et le professeur André Cabier. Donc, je rappelle qu'Alain Fischer est président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale et professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine. Et le professeur Cabier, je pense qu'on le connaît tous ici localement, c'est le chef du service de maladies infectieuses du CHU de Fort de Martinique. Très bien, merci aux personnes qui ne prennent pas la parole de couper leur micro, s'il vous plaît. Donc, professeur Cabier et professeur Fischer, nous apporterons cet après-midi de nombreuses réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur la vaccination contre la Covid-19. Les professionnels de santé sont sur le front depuis bientôt 2 ans en Martinique, après une 4e vague qui a été particulièrement meurtrière et violente. Et les soignants ont été particulièrement exposés, mobilisés pour apporter leur aide, leur soutien et des soins et des réponses à une population qui a vécu une situation sans précédent, une situation dans laquelle dont nous ne sommes pas encore sortis, puisque nous sommes déjà dans une 5e vague. L'émergence du variant Omicron aujourd'hui aux États-Unis et en Europe, dans l'Hexagone, mais également les premiers cas en Guadeloupe, c'est-à-dire aux portes de la Martinique, suscite de grandes inquiétudes au regard de notre système de santé qui est en grande tension. On peut dire que même ce système de santé est aujourd'hui au bord de l'asphyxie après plusieurs mois où il a dû être très largement éprouvé. C'est une réalité scientifique. La vaccination est aujourd'hui la voie pour la population et les professionnels de santé.
pour sortir de cette crise et de cette période ô combien difficile et compliquée. À cette heure, les progrès en matière de couverture vaccinale sont largement insuffisants sur le territoire et doivent être poursuivis. 45% des Martiniquais de plus de 12 ans sont vaccinés. Et pour ce qui est des professionnels de santé, 60% pour les personnels salariés et 85% pour les personnels libéraux. Donc on note une évolution, mais c'est une évolution qu'il faut absolument poursuivre pour arriver à des taux de couverture vaccinale qui nous permettront de voir l'avenir de manière un peu différente. Donc certaines personnes sont encore indécises ou sont à la recherche d'informations scientifiques fiables afin de pouvoir discuter la validité de certaines données dont ils ont connaissance. Ces questions sont parfaitement légitimes et contribuent à lutter contre la désinformation qui accompagne l'extension de la couverture vaccinale sur le territoire. Au regard de la mise en œuvre de l'obligation vaccinale sur notre territoire au 31 décembre pour les professionnels de santé, nous avons souhaité vous apporter une information actualisée et validée grâce à l'expertise de nos deux spécialistes, le professeur Fischer et le professeur Cabier. Donc je tiens à vous remercier tous les deux chaleureusement pour votre présence et votre disponibilité, malgré l'actualité qui vous mobilise, j'imagine, à tout point de vue. Donc ce webinaire est prévu pour 1 heure. Donc on prévoit dans un premier temps l'intervention du professeur Cabier pour un éclairage local. Ensuite, le professeur Fischer prendra la parole pour nous présenter un exposé des données actualisées de la science concernant la vaccination Covid. Il s'en suivra un échange avec les participants à ce webinaire où les deux experts pourront répondre à vos questions. Voilà, je nous souhaite à tous des échanges constructifs et fructueux et surtout très instructifs pour ceux qui ont encore aujourd'hui des doutes et des incertitudes. Je vous remercie tous et je cède la parole au professeur André Cabier. Bonjour à tous, merci Monsieur Coudin. Je voulais commencer par remercier très chaleureusement le professeur Fischer de sa participation à notre séminaire de cet après-midi. Je pense que c'est très très important de pouvoir entendre une parole scientifique et une parole de haut niveau dans ce moment où on est presque une centaine là connectés et où il y a encore, on aura l'occasion d'en reparler, beaucoup de questions et beaucoup de doutes. Et puis bien sûr remercier l'ARS d'avoir pu organiser ce séminaire. Donc je pense qu'il faut consacrer cette heure le plus possible à l'échange, aux discussions. Donc je vais pas être très long, mais simplement quelques éléments de contexte comme on me l'a demandé. D'abord, contexte sur l'épidémie de Covid. Bien sûr, nous avons tous vécu presque 2 ans de crise sanitaire, mais je voudrais revenir sur quelques points et sur une évolution importante pour comprendre la situation actuelle. Le premier cas de Covid, c'était le 5 mars de l'année 2020. On a eu, vous vous souvenez, une première vague qui finalement rétrospectivement était très peu importante et principalement liée à l'activité des bateaux de croisière et aux Martiniquais qui s'y sont infectés au cours de leur séjour, et puis le confinement complet a très très vite arrêté complètement la circulation du virus. Ensuite, une deuxième vague qui a commencé pendant les grandes vacances et consécutif au relâchement des gestes barrières, notamment chez les plus jeunes. Et vous vous souvenez, un pic épidémique qui a été difficile sur le plan hospitalier parce que associé à une très forte épidémie de dengue de grande ampleur avec un taux d'hospitalisation très important comme on ne l'avait pas connu depuis 2010. Et donc les deux épidémies conjuguées ont été particulièrement difficiles, mais finalement un impact sur la population, en tout cas en ce qui concerne le Covid, peu important. Une troisième vague qui a suivi d'une dizaine de jours les manifestations de carnaval et au cours de laquelle, au moment du pic, on est passé très proche du débordement au niveau hospitalier. Mais finalement, les choses
grâce à nouveau à plusieurs niveaux de confinement successifs, les choses ont pu être arrêtées. Et puis cette quatrième vague terrible, donc qui a commencé suite aux rassemblements et aux festivités de fin d'année scolaire au mois de juin, qui a commencé avec le variant alpha, et puis qui s'est retrouvé accéléré par l'arrivée et la dissémination du variant delta à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août, avec un bilan terrible que vous connaissez tous. Il y a eu juste pendant cette vague environ 600 décès, alors que jusqu'alors on avait sur les 3 vagues précédentes déploré que 100 décès, et on a vécu un débordement complet de tout notre système hospitalier, avec l'incapacité au plus fort de la crise de pouvoir accueillir les patients dans les services de soins critiques, et c'est pas quelques patients, puisqu'au plus fort c'était jusqu'à 200 patients qui étaient hospitalisés dans des services de médecine, faute de place en soins critiques. À ce moment-là, je vous le rappelle, il y avait plus de 500 lits consacrés au Covid, alors que notre établissement comporte 800 lits pour les malades aigus, donc 500 lits, dont 100 lits de soins critiques. Donc pour un petit CHU comme le nôtre, c'est quelque chose de considérable. Et puis, à côté de ça, la clinique avec un service de soins critiques, des services d'hospitalisation, l'armée qui, au sein du CHU, a ouvert une vingtaine de lits, et toute la médecine de ville mobilisée. Ce que je voulais dire à propos de cette crise qui n'a pas fini encore d'avoir marqué les soignants ici. D'abord, cette quatrième vague ne s'est jamais terminée. On est en train de recommencer une 5e sans avoir pu baisser en dessous d'un taux d'incidence à 100 pour 100 000 habitants. Et c'est que effectivement, on était en situation de médecine de guerre, et ça de manière prolongée, sans que les soignants y soient particulièrement préparés. Au cours de cette vague, et ça on n'avait pas connu précédemment, on a eu, je regardais les chiffres juste avant le séminaire, plus d'une quinzaine de patients qui ont été infectés alors qu'ils séjournaient à l'hôpital par des soignants porteurs du virus SARS-CoV-2. On ne l'avait pas observé jusqu'à présent, mais dans au moins une quinzaine de cas, finalement, c'est des personnes qui n'ont pas eu de visite, qui étaient hospitalisées et qui n'ont pu être contaminées que par des soignants. On parle donc de ce nombre considérable de décès qui sont survenus. Lorsqu'on compare avec les chiffres nationaux, il y a eu 14 fois plus de morts en Martinique que ce qu'on a observé au niveau national. Et puis, les études qui avaient été menées à l'échelle nationale en croisant les différentes bases de données de l'assurance maladie, de la plateforme CIVAC, CIDEP, etc., ont montré, comme dans le reste de la France, la remarquable efficacité de la vaccination, et ont permis, en fait, lorsqu'on a rapporté ces chiffres d'efficacité à ce qui s'était passé en nombre de décès, en nombre d'hospitalisations, on a pu calculer que plus de 500 décès auraient pu être évités par la vaccination et plus de 2200 hospitalisations. Donc c'est terrible, ce sont des chiffres terribles qui ont déjà été diffusés localement, mais je tenais à les rappeler aujourd'hui parce que finalement je trouve que ça fait partie des chiffres les plus parlants. Actuellement, quand même un mot sur la situation actuelle. Donc la quatrième vague n'est toujours pas finie. Le variant Omicron est à nos portes et est même déjà probablement en Martinique. En tout cas, s'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain ou à la fin de la semaine. On est en train déjà de découvrir en temps réel les capacités de dissémination considérable de ce variant, sa résistance partielle à l'immunité. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et dire déjà, puisqu'il y a beaucoup de soignants présents ici, qu'on est au CHU, on a, avec beaucoup moins de patients qu'au mois d'août, on est déjà totalement saturé et très proche du débordement, parce que l'aide considérable qui nous a été apportée
par la solidarité nationale au mois d'août et qui nous a empêché de nous effondrer au mois d'août, eh bien cette aide n'est plus possible actuellement. Et on comprend bien pourquoi quand on voit la situation dans de nombreuses régions de France. Les évacuations sanitaires massives qui nous avaient permis aussi d'ouvrir des lits de réanimation eh bien, ne sont plus possibles en tout cas vers l'Hexagone. Et donc, nous nous retrouvons finalement aujourd'hui, même si nous avons moins de patients et des flux moins importants. En quatrième vague, on a hospitalisé jusqu'à 80 personnes dans une même journée. Donc là, on n'est pas dans cette situation, mais on est face à des patients qui vont très mal. Tous les jours, il y a des hospitalisations directes en soins critiques. Et on est déjà dans une incapacité à prendre correctement en charge les patients à l'heure où je vous parle. Et donc, on sera incapable de faire face à une augmentation du flux que pourtant on attend dans les jours ou dans les semaines qui viennent. On a probablement été, j'explique ça pour le professeur Fischer, on a probablement eu un effet collatéral favorable des émeutes et des barrages qui ont fleuri en Martinique au début du mois de décembre, car ça nous a mis dans un état proche d'un confinement. Et ça a probablement ralenti un peu la circulation du variant Delta. Mais là, les barrages sont levés et la population circule à nouveau beaucoup. Et donc, on craint, qu'il y ait Omicron ou pas, on craint un redémarrage très rapide. Donc, il faut bien qu'on en soit conscient. Après 2 ans de crise, on est aujourd'hui probablement dans la pire situation qu'on a connue depuis le début. En ce qui concerne la vaccination, puisque c'est le sujet aujourd'hui, donc le premier centre de vaccination, celui du CHU, a ouvert le 7 janvier dernier avec des vaccins Moderna qu'on avait reçus la veille. Je tiens à dire tout de suite, et ça vraiment je crois que c'est quelque chose qui est important pour que les choses soient bien claires, on n'a en Martinique jamais manqué de doses de vaccins, contrairement à beaucoup de régions de France. Alors si on n'a pas manqué, c'est que l'approvisionnement et le nombre de doses prévues initialement étaient correctement formatés, d'une part, et d'autre part, c'est que eh bien, on a eu évidemment beaucoup moins de demandes que ce à quoi on pouvait s'attendre dès le début, d'ailleurs, dès le début de la campagne de vaccination dans les EHPAD et auprès des professionnels de santé. Enfin, en tout cas, on n'a jamais manqué de doses et on n'a jamais refusé de vaccination et on a toujours eu des délais, ça je parle pour l'ensemble de la Martinique, des délais d'accès à la vaccination excessivement courts, toujours de moins d'une semaine. Donc voilà, donc on a commencé au début du mois de janvier, ça a commencé très doucement, difficilement. On a eu une accélération assez significative au mois de mars pendant la 3e vague qui effectivement a été importante. C'est le moment aussi où on a ouvert le vaccinodrome, donc qui nous permettait d'avoir une vaccination à plus gros débit. Et puis, après cette 3e vague, l'enthousiasme pour la vaccination est retombé. Et en fait, lorsqu'on a été frappé aussi au début de la 4e vague, de voir que la population n'associait pas Covid et maladies graves, n'associait pas Covid et risque de décès. Et un certain nombre de personnes hospitalisées dans nos services ne comprenaient pas pourquoi, ayant le Covid, ils avaient du mal à respirer et qu'ils étaient dans une situation très grave. Donc voilà, donc l'activité de vaccination a pas mal baissé. Elle a remonté le lendemain de l'annonce du président de la République le 12 juillet concernant le pass sanitaire et l'obligation vaccinale qui se profilait. Elle est restée moyennement soutenue pendant toute la 4e vague et là actuellement elle est retombée aussi à un niveau très bas. Et voilà, les centres de vaccination continuent à travailler, mais continuent à faire des rappels. Et en tout cas, très peu de primo-vaccination, ce qui fait qu'on stagne maintenant depuis plusieurs semaines à un taux vaccinal, un taux de couverture vaccinale qui a du mal à dépasser les 40%. Juste pour terminer, il y a eu une consultation citoyenne, des enquêtes qui ont été menées auprès de la population pour essayer de comprendre
quelles étaient la typologie des personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner, quelles étaient les craintes, les freins, les leviers aussi. Et finalement, ce qui ressort, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler, ce qui ressort, c'est finalement que la moitié de la population testée, enfin interrogée, ne souhaitait pas se faire vacciner. Et donc, on retombe finalement sur les chiffres qu'on observe actuellement en Martinique sur la couverture vaccinale. Les freins principaux sont la crainte des effets indésirables à long terme, pas des effets indésirables immédiats, mais des effets indésirables à long terme. Le doute sur l'efficacité, le doute sur la capacité de la vaccination à contrôler l'épidémie. Donc finalement, on voit du doute et aussi un manque en tout cas, les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner se déclarent insuffisamment informées sur la vaccination. Plus spécifiquement sur les soignants, dans les discussions qu'on a maintenant depuis 1 an avec nos collègues qu'on essaye de convaincre de l'intérêt de la vaccination, on retrouve tout ça. On retrouve aussi, mais c'est pas du tout majoritaire, le même type de discours complotiste qu'on retrouve partout dans le monde. Et ce qui nous frappe tous là, c'est avec le calendrier de l'obligation vaccinale qui avance, on retrouve beaucoup de peur chez les soignants. On a des patients qui viennent nous voir qui sont angoissés et avec des manifestations physiques de l'angoisse à l'idée de se vacciner et un ressenti plaçant la crainte de la vaccination à un niveau très largement supérieur à la crainte du Covid, à la crainte de pouvoir transmettre le virus à sa famille, à la crainte de transmettre le virus aux patients dont nous avons la charge. Tout ça, c'est relégué par la peur, et vraiment une peur, une angoisse, une peur non rationnelle liée à la vaccination. Et c'est vrai que dans ce contexte, même du temps d'explication en conversation individuelle aboutit souvent à une bonne compréhension des explications, mais malgré tout à un refus vaccinal persistant et alimenté par cette peur. Donc voilà un peu ce que je voulais très rapidement indiquer pour un peu planter le décor. Et puis voilà, peut-être passer, comme c'est prévu, la parole au professeur Fischer, et puis pour qu'on puisse ensuite alimenter la discussion. Merci beaucoup, professeur Cabier. C'est la parole donc au professeur Fischer. Merci, Monsieur Coudon, et merci à Monsieur Cabier pour ce tableau très précis et cette analyse de la situation en Martinique. Donc, je peux donner quelques éléments rapides au niveau national, où actuellement se conjugue une vague Delta assez puissante et le début d'une vague Omicron, puisque ce nouveau variant qui est plus contagieux, qui est moins sensible à l'effet de la vaccination, même s'il reste une efficacité, je vais y revenir, et dont la sévérité n'est pas complètement claire aujourd'hui, commence à prendre de l'essor en métropole. À Paris, on est à 30% des cas à peu près, avec un temps de doublement qui est de 2 à 3 jours. Donc il est absolument inéluctable que dans les semaines qui viennent, le variant Omicron, dans tous les cas en métropole, comme ça va être le cas pour toute l'Europe et aux États-Unis, vous l'avez entendu, sera prédominant, pour ne pas dire exclusif, et remplace le variant Delta. Donc c'est la réalité du moment, et c'est une réalité difficile puisque nous sommes déjà en situation avec le variant Delta. Il y avait de l'ordre de 50 000 cas par jour en France, tout compris, de l'ordre de 1200, un peu plus de 1200 hospitalisations par jour, de l'ordre de 258 entrées en réanimation par jour et de l'ordre de 150 décès par jour actuellement. Et nous en sommes, je vous le rappelle, à plus de presque 122 000 décès de Covid depuis le début de la pandémie en France, ce qui est assez considérable, même si certains pays ont souffert plus que nous, mais ce n'est pas du tout une consolation. Le variant Omicron, qui vient d'Afrique australe, mais qui a très très vite disséminé dans le monde entier,
se caractérise par un grand nombre de ce qu'on appelle de variations, de variants au sein de mutations de son génome, qui le rend donc plus contagieux, partiellement résistant à la réponse immunitaire générée par le vaccin ou l'immunité naturelle des infections antérieures, et peut-être légèrement moins sévère, mais ce dernier point n'est pas tout à fait certain. Pour l'instant, ce sont les jeunes, disons, de 20 à 40 ans qui ont évidemment l'activité sociale la plus importante, en métropole en tous les cas, mais c'est le cas aussi en Grande-Bretagne, qui disséminent le virus. Donc c'est dans cette classe d'âge qu'on rencontre le plus le virus, mais on peut craindre que progressivement il gagne les autres classes d'âge plus jeunes, les enfants qui ont été très touchés en Afrique du Sud, et les plus âgés, ce qui est évidemment le plus préoccupant. Bon, voilà pour le variant. Je reviendrai ensuite sur l'efficacité de la vaccination. Un point général de vaccination. La vaccination n'a pas trop mal fonctionné en métropole, puisque aujourd'hui 91% des personnes âgées de plus de 12 ans, donc éligibles à la vaccination, ont reçu au moins une dose, que plus de 89% ont reçu 2 doses, et que 34% des personnes éligibles au rappel ont reçu donc le rappel. Ça fait un peu plus de 20 millions de doses aujourd'hui qui ont été injectées. Et ça, c'est une notion absolument essentielle, parce qu'on sait, je vais distinguer la réponse au Delta et à l'Omicron, on sait que le rappel permet, avec les vaccins ARN qui sont utilisés aujourd'hui, permet d'obtenir une excellente immunité. On sait qu'en termes d'anticorps neutralisants, qui sont un bon marqueur de l'immunité, même si c'est plus compliqué que cela, un mois après rappel, à l'égard du Delta, pour l'instant, je parle, le titre d'anticorps est 10 fois supérieur à celui obtenu après la primo-vaccination. Donc ça le situe à un niveau extrêmement élevé. Et la protection contre l'infection et contre les formes graves est très élevée par rapport aux gens qui ont simplement reçu la primo-vaccination. C'est de l'ordre de 10 fois plus. Et par rapport aux gens qui ne sont pas vaccinés du tout, c'est 100 fois plus. Donc ça n'a rien à voir et ça change complètement les choses. C'est un peu moins bon avec l'Omicron, mais ça reste pas mal, puisque si la primo-vaccination ne protège, disons, au mieux que 30-40% contre l'infection par le Omicron, sûrement plus à l'égard des formes sévères, mais on n'a pas les données encore. Le rappel permet de se protéger à hauteur de 70-75% contre le risque d'infection, ce qui veut dire une protection contre la forme grave au-delà de 90%. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui que les personnes complètement vaccinées et qui ont ensuite reçu un rappel qu'on peut essayer d'avancer un peu dans l'urgence, c'est-à-dire par exemple 4 mois après la primo-vaccination, mais les personnes qui ont reçu les 3 vaccins, les 2 plus 1, sont en très bon niveau de protection contre le variant Omicron. Et ça, c'est évidemment essentiel pour essayer de limiter l'épidémie qui vient et les risques d'hospitalisation, même si on n'est pas capable de les chiffrer totalement, compte tenu d'un certain degré d'incertitude sur la sévérité de la maladie. Je pense que les Britanniques, chez lesquels le variant Omicron est arrivé avant d'arriver en France, nous apporteront des clés dans les prochains jours. Une remarque que l'on entend souvent, et d'ailleurs je pense que ça rejoint les interrogations de certains habitants de la Martinique, concernant le degré d'efficacité de la vaccination. Parce qu'on peut dire, alors je ne comprends pas, on est après plus d'une année de vaccination, en France métropolitaine, des taux très élevés de vaccination, et pourtant on a une vague très élevée. Alors qu'est-ce que c'est que ce vaccin qui ne marche pas? Il marche, mais simplement il faut être conscient qu'il ne marche pas à 100%. Les vaccins efficaces à 100%, ça n'existe pas. Il est très efficace, j'ai donné les chiffres tout à l'heure, et si on regarde quelles sont les personnes qui sont actuellement hospitalisées, les chiffres sont tout à fait clairs, puisque les personnes non vaccinées en France, qui représentent, je vous le rappelle, 9% de la population, ils rendent compte de 41% des hospitalisations et de plus de la moitié des séjours en réanimation. Ce qui veut dire qu'une toute petite minorité de la population, et en gros, représente la moitié des personnes hospitalisées et en soins critiques. Donc, ce qui montre à quel point la non-vaccination, l'absence de vaccination, est un facteur de risque majeur de Covid sévère, si on n'en était pas convaincu. Et on peut même ajouter que cette protection, qui est donc d'un facteur 10 à peu près par rapport aux vaccinés, cette protection elle est sous-estimée, parce que si on regarde le profil des personnes vaccinées qui sont hospitalisées et a fortiori qui sont en réanimation, ce sont pour beaucoup des personnes très malades, qui ont d'autres maladies, qui sont immunodéprimées et chez lesquelles la vaccination fonctionne pas bien, voire pas du tout, comme c'est le cas par exemple de certains transplantés d'organes, de certains patients atteints de cancer sous chimiothérapie, etc., etc. Donc si on tient compte de tous ces facteurs, en fait, les gens
même pour l'instant vaccinés sans encore avoir eu le rappel, sont protégés toujours à hauteur de 90% contre l'hospitalisation, mais ça sera mieux après le rappel, ça montera à 99%, et puis ça les protégera mieux à l'égard du variant Omicron, et donc que clairement, les personnes qui ont eu le rappel, elles, donc, sont très, 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 très bien protégées. Donc, les données montrent que même si la vaccination n'est pas parfaite, elle est extrêmement efficace. Par ailleurs, elle est très bien tolérée. En termes d'effets indésirables, ils sont exceptionnels et pour l'essentiel, pas graves. Et puis, il ne se passe rien au-delà des 15 jours qui suivent la vaccination. Mais clairement, la vaccination complète est extrêmement protectrice et peut éviter pour chacun de tomber malade, de tomber gravement malade, et au passage aussi permet de limiter, même si ce n'est pas parfait, mais de limiter la transmission du virus. Et si on pense évidemment en particulier aux professionnels de santé, de limiter le risque de ce qui est arrivé, je viens de l'entendre malheureusement parfois en Martinique, qu'un professionnel de santé infecte les patients dont il s'occupe. Donc il y a, je dirais, pour ce qui est spécifiquement des professionnels de santé, il y a une double logique à la vaccination, la protection personnelle et la protection, même si elle est vraie aussi en population générale, mais encore plus pour les professionnels de santé, la protection de leurs patients dont ils s'occupent, d'où la proposition qui va être mise en place d'inclure non seulement la primo-vaccination, mais également le rappel dans l'obligation vaccinale des professionnels de santé justifiée pour eux-mêmes et pour leurs patients. Il y a là une éthique, une responsabilité des professionnels de santé qui devrait s'imposer à tous. Donc voilà les éléments essentiels. Peut-être un dernier mot, parce que je sais que parfois la question est évoquée, je ne sais pas si c'est le cas en Martinique, avec des doutes sur le vaccin Moderna, le vaccin Pfizer et Moderna. Donc, ce sont deux vaccins fondés sur la technique ARN qui sont très proches. Il y a des petites différences de dose d'ARN, mais il faut savoir qu'en termes d'efficacité, ils sont comparables, et en termes de sécurité, en gros, ils sont comparables. Donc peu importe si c'est l'un ou l'autre qui est utilisé. Et les combinaisons de vaccins qui sont parfois effectuées, c'est-à-dire avoir reçu par exemple sa primo-vaccination avec le vaccin Pfizer et un rappel en Moderna, ou l'inverse, ne pose absolument aucun problème. Au contraire, on peut faire des combinaisons de ce type, ça ne nuit pas à l'efficacité et cette combinaison est tout à fait sûre. Donc voilà les éléments principaux et bien sûr je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, professeur Fischer. Je propose qu'on passe au jeu des questions-réponses à cette phase de la réunion. Je vous demande de vous signaler pour qu'on puisse vous donner la parole. Alors, apparemment, il y a déjà une personne qui s'est manifestée tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez demander la parole en appuyant sur le petit icône « Levez la main », s'il vous plaît, pour les personnes qui souhaitent s'exprimer. Et je remercie ceux qui ne prendront pas la parole de garder leur micro bien fermé pour faciliter les échanges. Madame Lasso. Oui, excusez-moi. En fait, comme je ne suis pas très à l'aise avec Teams, on me voit, enfin, on m'entend pas. En fait, j'ai 3 questions. Je profite d'avoir la parole pour les poser. En fait, comme je disais dans le chat, pour essayer de convaincre certaines collègues et même d'autres personnes, puisqu'on me dit oui, les chiffres sont truqués, nanana. J'ai dit, ben, OK, il n'y a pas de souci, prenons les chiffres de l'ARS. On a pris tous les chiffres puisque vous les publiez chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine sur le site. Donc, on a calculé le taux d'incidence comme expliqué par la méthodologie sur le site même du gouvernement, c'est-à-dire nombre de cas positifs fois 100 000 divisé par la population. Donc, j'ai pris la même population, je me suis référée à l'INSEE. Sauf que on est censé obtenir à chaque fois, en tout cas, des chiffres qui sont logiques, en gros. Hein, je ne sais pas si je suis claire. Même si vos chiffres ne sont pas les mêmes que les miens, puisque je n'ai pas la même population que vous, il se passe que la dernière fois, c'était quand il y a un mois, on est passé, donc il y avait 503 cas, et on était à un taux d'incidence de 97, et la semaine d'après, on avait, je dis une connerie, mais on avait comme 723 cas, et le taux d'incidence, pour le coup, il est passé à 123 ou je ne sais pas trop quoi. Sauf que donc les résultats n'étaient pas linéaires. Et je me suis retrouvée bien bête face aux détracteurs pour dire, bon, ben, effectivement, peut-être qu'il y a un petit souci avec les chiffres. Donc, c'était la première question. Est-ce qu'il y a une possibilité de mieux les expliquer ou en tout cas de mieux comprendre comment c'est calculé?
La deuxième question concerne les médecins, M. Cabier par exemple. Les collègues qui ont été vaccinés, par exemple, en septembre avec le Janssen, qui devait être une seule dose, et un rappel 6 mois après, ont vu leur passe se désactiver là en décembre, puisque justement, apparemment, ce serait justement, c'est la question, est-ce que c'est une volonté politique ou est-ce que c'est une volonté scientifique de désactiver la durée de validité, entre guillemets, du Janssen face à Omicron, qui fait que finalement la dose de rappel doit se faire 1 mois après, donc avec soit le Pfizer, soit le Moderna. Voilà. Et puis la troisième question, c'est le Novavax qui est sorti là. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui attendent un vaccin classique pour se vacciner parce qu'ils ont peur de l'ARN messager, etc. Est-ce que, bon, vous n'êtes pas devin, mais est-ce que il y a possibilité d'attendre ce vaccin? Est-ce que ce vaccin risque d'être utilisé ou pas? Voilà, c'était mes 3 questions. Alors, peut-être que côté ARS, je peux au moins juste avancer sur la première question, on va dire taux d'incidence et données épidémiologiques. Là, juste pour reprendre, c'est pour ça que c'est le docteur Ronin de l'ARS. J'ai repris simplement le dernier bulletin qui est publié sur la page Facebook de l'ARS. En tout cas, à titre personnel, 603 cas déclarés comme nouveaux, rapportés à 360 000 habitants fois 100 000, comme c'était évoqué par la méthode. Je tombe bien à 168 cas pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence paraît être le bon. Si vous évoquiez sur différentes données, peut-être le plus simple, Madame Nassau, je vous propose, je vous fais un message privé pour me donner votre mail. Comme ça, on reprend un peu l'historique des données, mais en tout cas, à titre personnel, jusqu'à chaque fois que j'ai eu à faire ce calcul. Oui, je veux bien, mais je ne sais pas comment on fait en fait pour vous envoyer. Ben, je mets mon mail sur le groupe à ce moment-là. Je suis revenu, pardon, on avait pas de connexion. Donc, par mail, je vous fais un message perso pour avoir votre mail. Dans le cas, sur le dernier bulletin, ça fonctionne. Peut-être je peux répondre à la question sur le vaccin Janssen. Le vaccin Janssen, donc, qui est fondé sur la technique des vecteurs adénoviraux, a été proposé de façon un peu surprenante dans le laboratoire comme dose unique, alors que tous les autres vaccins nécessitent 2 doses pour avoir une dose optimale. Et de fait, cette dose unique donne une protection inférieure à tous les autres vaccins avec les 2 doses. Donc, il est logique de rattraper les choses pour assurer la meilleure protection possible. Donc, c'est une décision scientifiquement fondée et non pas politiquement fondée. C'est-à-dire, après avoir un vaccin, une dose Janssen, il faut une seconde dose le plus tôt possible, disons 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin dès que possible, qui est encore de la primo-vaccination, et ensuite il faut le rappel. C'est ainsi qu'on a une bonne protection. Sinon, la protection est insuffisante. Il est assez probable, même si on n'a pas encore des données très claires pour le Janssen, on en a pour le vaccin AstraZeneca qui le ressemble, que les vaccins fondés sur les adénovirus sont nettement moins efficaces sur le variant Omicron. Donc, pour les personnes qui ont eu un Janssen, je répète, il faut qu'ils reçoivent ensuite une dose de vaccin ARN, puis ensuite le rappel. C'est ainsi qu'ils sont bien protégés. D'accord. Sans vouloir vous interrompre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que même au vaccinodrome et même, puisque quand la personne m'a rapporté sa difficulté de voir qu'elle a été vaccinée au 16 septembre et qu'au 16 décembre, on lui demandait une deuxième dose, quand j'ai contacté, même au niveau du vaccinodrome, ils n'étaient pas au courant que finalement, le Janssen, la durée de validité était passée à 1 mois. Quand on est allé sur le site du gouvernement, qu'on a vu qu'au 15 décembre, c'était en même temps que les annonces de M. Macron, qu'au 15 décembre, ils avaient changé la durée de validité et pareil, la dose de rappel pour les Pfizer passait à 4-5 mois. Globalement, le message est passé parce qu'on n'est pas loin de 60% des personnes qui ont reçu une dose initiale de Janssen qui ont maintenant une vaccination complète, c'est-à-dire les 3 doses. Un Janssen suivi de 2 vaccins ARN. Donc, c'est déjà le cas pour beaucoup de Français. Malheureusement, ce n'est pas 100%, c'est 60%, mais on doit pouvoir arriver à faire en sorte, il faut bien l'expliquer aux personnes qui ont eu une dose de Janssen, que pour être bien protégés, et encore une fois, dans le contexte Omicron, c'est encore plus important, qu'ils doivent avoir au total 3 doses, donc 2 doses d'ARN supplémentaires par rapport au Janssen. Et pour le Novavax, donc le Novavax, effectivement, c'est une stratégie plus classique
mais qui a été critiqué aussi dans le passé, parce que c'est protéines plus adjuvants, et les adjuvants, pour des raisons non justifiées, malheureusement, ont fait peur pour d'autres vaccins. Ce vaccin vient de recevoir l'autorisation de l'Agence européenne du médicament. La communauté européenne en a commandé un peu. La France devra en recevoir 1 million de doses. Donc, c'est pas énorme, mais c'est pas bon. Tant mieux d'avoir ce vaccin en plus, mais on a des informations assez précises sur son niveau d'efficacité. En tous les cas, à l'égard du variant Delta, pas encore de l'Omicron, mais on peut faire des extrapolations. Et à l'égard du variant Delta, il est, tout en étant raisonnablement efficace, il est moins efficace que les vaccins ARN. Moins efficace que les vaccins ARN. Donc il est très probable qu'à l'égard de l'Omicron, on ne voit pas par quel miracle il en serait autrement, il sera franchement également moins efficace. Donc l'idée, la stratégie, je sais qu'on entend de ci, de là, de personnes qui craignent les vaccins ARN, mais j'attends le vaccin protéique, donc Novavax ou pourquoi pas Sanofi qui viendra dans quelques mois, n'est pas une bonne idée, parce que dans cette phase d'attente, on est évidemment sous la menace de l'infection par Delta ou demain Omicron, et que même lorsqu'on aura été vacciné, on sera moins bien protégé. Donc c'est 2 fois un mauvais raisonnement, si je puis dire. Donc il faut vraiment que les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas encore reçu leur rappel se vaccinent avec les vaccins ARN, parce que c'est vraiment la solution. J'en profite puisque j'ai entendu tout à l'heure le professeur Cabie indiquer qu'une des craintes était les effets indésirables à long terme. Par définition, personne ne connaît le long terme, mais on peut quand même réfléchir sur cette question. Et on peut réfléchir de 2 façons. La première, c'est si on considère tous les autres vaccins que l'on connaît depuis maintenant des dizaines d'années, il n'y a, je dis bien, aucun vaccin qui n'ait jamais donné d'effets indésirables à long terme. Tous les effets indésirables, ça existe, c'est rare, ça existe, ça survient très précocement dans les jours qui viennent. Et d'ailleurs, si on prend les vaccins ARN, tous les rares effets indésirables observés s'observent dans les 15 jours qui suivent la vaccination. On a maintenant 1 an de recul, 1 année de recul, même plus si on inclut les personnes incluses dans les essais cliniques initiaux, 1 an et demi dans ce cas-là. Et ça concerne 2 milliards à peu près de doses injectées dans le monde, même un peu plus. Si on additionne Pfizer et Moderna, on doit être maintenant pas loin de 3 milliards de doses. Donc c'est considérable. On a une expérience qu'on n'a jamais recueillie pour aucun vaccin dans l'histoire des vaccins depuis que la vaccination existe. Et au-delà de rares effets indésirables observés, encore une fois, précocement après la vaccination, soit exceptionnellement des chocs anaphylactiques ou de quelques cas de myocardite chez les jeunes, mais c'est encore une fois très très rare, ou d'autres accidents très très rares et réversibles dans les 15 premiers jours, il n'y a rien après, rien. Donc ça donne, je ne vous dis pas que c'est une garantie absolue qu'il n'y aura jamais rien plus tard, mais c'est quand même déjà sur 1 année un premier niveau de garantie et qui rejoint ce que l'on sait des autres vaccins. Et le second élément de réflexion qu'il faut, je crois, essayer de bien comprendre, c'est que ce fameux ARN qui fait peur à certains, il est très utile puisqu'il permet de fabriquer la protéine qui va induire la réponse immunitaire, mais l'ARN lui-même, au bout de 2 jours, il a disparu du corps. Il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Donc on ne voit pas très bien comment cet ARN pourrait induire des effets indésirables à long terme. C'est juste, on va dire, pas possible. Voilà, donc je pense qu'il faut bien expliquer cela aux personnes qui craignent ces effets à long terme. Il y a vraiment, pour les 2 types d'arguments que j'ai essayé de détailler, toutes les raisons de penser que ce risque n'existe pas, alors que par contre, la réalité du risque du Covid immédiat, et on a entendu malheureusement ce qui s'est passé en Martinique récemment et les craintes qu'on peut avoir pour les semaines qui viennent, sont des réalités terribles. Donc entre les 2, je pense qu'on ne devrait pas avoir à hésiter. Très bien, je vous permets si donc on a répondu à la question. Peut-être dans l'ordre, Madame Ouka Cédrine, si vous voulez activer votre micro pour poser votre question. Oui, bonjour, donc Cédrine Ouka, je suis la présidente de l'association des psychologues de la Martinique. Et en fait, j'interviens pour 2 choses. Par rapport à ce que vous venez de dire au niveau de aucun vaccin n'a entraîné de conséquences à long terme. Il me semble qu'il y a eu quand même des chocs suivant certains vaccins. Ensuite, notamment par rapport à... il y avait eu une suspicion par rapport à l'autisme et la sclérose en plaques, si je me rappelle bien, il y a quelques années. Des suspicions, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, donc je
je ne m'avance pas, hein. Mais en tout cas, peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, faire le point au niveau communication sur ces éléments qui sont des éléments, je pense, qui flottent dans les airs. Et puis, est-ce qu'en fait, en niveau stratégique, hein, parce que là, nous recevons quand même des personnes qui ont des troubles dépressifs suite à leur vaccination, parce que l'angoisse a été trop importante, parce qu'ils ne sont pas forcément en accord avec le fait d'être vaccinés, mais comme en fait ils sont pris à la gorge par rapport à au côté salarial, on va dire ça comme ça, c'est compliqué. Donc, est-ce que c'est compliqué en tout cas psychiquement parlant? Donc, pareil, là au niveau de la communication, peut-être qu'il faudrait voir qu'est-ce qu'on peut faire par là. Et puis l'autre chose, au niveau de l'ARS, les chiffres que vous montrez quand vous parlez de 600 nouveaux cas, des choses comme ça, on a tendance à penser que c'est 600 nouveaux cas dans la semaine et pas 600 nouveaux cas depuis le début de l'épidémie. Donc ça me porte à confusion, je pense en fait au niveau de la manière dont on influe sur les personnes et ça entraîne forcément de l'angoisse et du stress. Mais pas forcément, et l'angoisse et le stress n'entraînent pas forcément la prise en compte, une mise en action pour aller vers une vaccination, mais des fois, des personnes un petit peu figées dans leur pensée. Donc voilà, donc c'est plus, je pense, effectivement au niveau de la communication. Maintenant, ce sont des questions et des aides, mais bon, voilà. J'essaye de faire vite, désolé. Peut-être je peux vous répondre sur la première question. Vous évoquez des complications qui ont été alléguées de la vaccination. Vous avez évoqué choc après certains vaccins. Alors, ça existe des chocs anaphylactiques ou de l'allergie. Ça existe, mais c'est jamais retardé. Quand ça survient, c'est dans les minutes qui suivent la vaccination. C'est exceptionnel et c'est dans les minutes. Pour ce qui est des vaccins ARN, ça survient environ une fois sur 100 000. Pour 100 000 personnes vaccinées, il y en a une qui fait un choc anaphylactique et ces personnes sont en l'immense majorité des cas déjà connues parce qu'elles ont eu des accidents d'intolérance de ce type, non pas avec des vaccins, mais avec d'autres produits. Donc, et je répète, il s'agit d'événements qui surviennent dans les minutes qui suivent la vaccination, d'où le fait que l'on recommande de surveiller ces personnes un quart d'heure après le vaccin et si jamais ça arrive, donc encore une fois, exceptionnellement, il y a un traitement et personne n'est mort dans le monde de choc anaphylactique après vaccination ARN. Donc ça, c'était pour les chocs. L'autisme, c'est une invention totale. C'est un médecin anglais qui a triché délibérément, on le sait aujourd'hui, qui a triché, qui a inventé des données pour prétendre que le vaccin, c'est le vaccin de la rougeole. Rougeole au rayon rubéole pouvait provoquer des poussées d'autisme chez les enfants. C'est juste totalement faux. Ce monsieur a été radié, ne peut plus exercer la médecine. C'est un escroc, tricheur qui a fait ça pour gagner de l'argent. Donc il faut oublier cette idée qui a fait beaucoup de mal, pas trop en France, mais en Angleterre. Pendant un moment, les Britanniques ne se vaccinaient plus contre la rougeole, ce qui entraîne une épidémie de rougeole. Donc c'est totalement faux. Et le troisième, vous avez évoqué la sclérose en plaques. Alors il y a eu une alerte, c'est un peu différent, c'est pas une tricherie. Il y a eu une alerte sur un moment où on a vacciné énormément contre l'hépatite B des adolescents. Adolescents, c'est l'âge où la sclérose en plaques se déclare. Et donc il y a quelques médecins qui ont eu l'impression qu'il y avait plus de cas de sclérose en plaques. Ça a été étudié de façon extrêmement approfondie dans le monde. Et il y a au moins une dizaine d'études qui montrent que la vaccination contre l'hépatite B, parce qu'il s'agit du vaccin contre l'hépatite B, ne provoque pas de sclérose en plaques. Il n'y a pas de risque. Donc vous voyez, sur les 3 cas, donc le premier, c'est un événement précoce, c'est pas tardif, et les 2 autres sont faux, pour des raisons diverses. Donc il faut faire attention à ce type d'informations, et il faut expliquer aux gens que ce n'est pas exact, et revenir aux réalités, c'est que les effets indésirables des vaccins existent, ils sont exceptionnels, ils sont encore plus exceptionnellement graves, et s'ils surviennent, c'est très vite, et pas de façon retardée, j'insiste là-dessus. Mais c'est pour ça que je vous disais qu'effectivement, peut-être que parce que l'autisme et la sclérose en plaques, ça court toujours. Moi, cette fausse information, en fait, court toujours. Oui, mais vous avez raison de le signaler, mais il est important de lutter contre ces fausses informations. Okay. Oui, tout à fait. Tous les professionnels de santé, c'est notre responsabilité d'expliquer à ces personnes
avec les arguments adéquats, scientifiques, qu'il s'agit de fausses informations, parfois inventées, parfois de bonne foi, mais qui n'ont pas été confirmées. Voilà. Mais je sais que ça court encore, mais il faut bien expliquer les choses. Pour l'autre question, je ne sais pas, je parle beaucoup là, monsieur. Peut-être. Sur la dernière question de Madame Ouka, j'ai pas bien compris en fait, mais en tout cas, si vous aviez un doute, je vous confirme que quand on annonce qu'il y a 600 nouveaux cas, c'est 600 nouveaux cas pour la semaine. Donc c'est bien 600 nouveaux cas parmi toutes les personnes qui sont testées sur une semaine. Il y a entre 15 et 20 000 tests par semaine en Martinique. Et sur ces tests, on a 600 personnes régulièrement, 600, 500, enfin ça dépend d'une semaine à l'autre, personnes qui sont positives. Donc il s'agit bien de nouveaux cas par semaine et ça s'additionne chaque semaine. Ok, d'accord. Ça s'additionne chaque semaine. Très bien, merci. Je suis désolé pour avancer, oui. Madame Ouka, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous propose de donner la parole à Madame Kouf, sachant qu'après il y a des questions dans le chat, donc je retournerai sur le chat après l'intervention de Madame Kouf. Si elle veut prendre la parole, c'est le moment. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Psychologue et protection de l'enfance. Précision numéro 1, est-ce que j'ai bien entendu qu'il s'agissait de dire qu'aucune vaccination n'a donné d'effet, n'a jamais donné aucun effet. Enfin, il y avait une double négation qui voulait dire que toutes les vaccinations ont donné lieu à des effets indésirables. C'est ce que j'avais compris. D'accord, c'est pas ça. Peut-être si je vous coupe pour répondre tout de suite à ce point, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a aucun vaccin connu qui ait donné des effets indésirables à long terme. Quand il y a des effets indésirables, ça arrive, c'est très rare, c'est dans les jours, les minutes ou les jours qui suivent le vaccin. Pas dans les semaines, pas dans les mois, pas dans les années qui suivent la vaccination. Voilà ce que j'ai dit. Très bien, merci beaucoup. Et dans la suite des explications, il y a, concernant les effets indésirables, quelque chose qui me questionne. Régulièrement dans les entretiens, il y a donc des inquiétudes concernant justement ces effets indésirables, avec des vidéos qui circulent de gens qui témoignent de jeunes personnes de moins de 25 ans qui témoignent d'effets cardiaques, d'effets d'effets divers. Je ne sais pas quoi répondre à ces personnes qui signalent ces effets. J'ai cru comprendre que vous disiez, monsieur le docteur Fischer, que il y avait que ça pouvait durer une quinzaine de jours, pas plus. Est-ce que c'est un argument qu'on peut répercuter? Et puis 0,07%, en tout cas c'est le chiffre que j'avais récupéré des différents compte rendu de la NSM sur le vaccin Pfizer, 0,07% d'effets indésirables, ça fait quand même sur une population martiniquaise 20 000 cas à peu près, un peu plus de 20 000 cas. Et je crois que c'est compliqué pour un individu d'accepter qu'il puisse faire partie de 0,07%. Donc, passer des chiffres à la réalité, c'est... Voilà, donc je suis sans argumentation pour apaiser ces inquiétudes et ces angoisses-là. Merci. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, et je pense qu'il faut repartir d'une notion importante qui est les notions de coïncidence, de corrélation et de causalité. Si vous vaccinez toute une population, par définition, dans les jours qui suivent, il y a des gens qui vont tomber malades, il y a même des gens qui vont mourir. Parce que tous les jours en France, je ne sais pas quel est le nombre de personnes qui meurent tous les jours, hors Covid, j'entends, d'infarctus, d'accidents, de cancer ou d'autres maladies, mais en France, il y a environ 1500 personnes qui meurent chaque jour, d'accord, soit de cancer, d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde ou d'autres maladies. Donc, si vous vaccinez quelqu'un, notamment quelqu'un âgé qui est plus à risque de mourir, et on peut faire le calcul que dans les 10 jours qui suivent, sa probabilité de mourir, donc je parle de choses graves, mais on pourrait l'évoquer sur d'autres types de complications, les maladies cardiaques, vous avez parlé d'un effet cardiaque par exemple, ou rénal, ou que sais-je, le risque est assez important
qu'ils développent à l'échelle d'une population, ça fait finalement beaucoup de monde. Si vous vaccinez 100 000 personnes, vous allez en avoir 100 ou 200 qui vont mourir ou qui vont avoir une complication. Mais est-ce que c'est dû au vaccin ou est-ce que c'est juste la même chose qui serait arrivée s'ils n'ont pas eu le vaccin? C'est ce qu'on appelle la coïncidence. Et quand on essaye d'évaluer les effets indésirables des vaccins, il faut évidemment retirer ces personnes-là. Les accidents qui ne sont pas des accidents, mais des événements de coïncidence, ne correspondent pas à des complications de la vaccination. Donc ceci, on peut le faire par des méthodes de calcul qui sont assez simples. Quand on connaît la fréquence de survenue des infarctus, des autres maladies cardiaques, enfin bref, de toutes les maladies dans une population, on les connaît, on peut voir si, au décours d'une vaccination, il y a un excès ou pas par rapport à ce qui se passe dans une population non vaccinée. C'est ainsi qu'on arrive à déterminer les complications. Et il faut savoir que tous les cas qui sont rapportés à ce qu'on appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui a des antennes partout en France et à Martinique et partout, tous les cas sont analysés justement pour essayer de voir s'il peut y avoir un lien avec la vaccination ou pas. Et ceci est fait de façon très rigoureuse. Et d'ailleurs, au passage, je le signale parce que parfois c'est aussi avancé, de façon totalement indépendante à l'égard de l'industrie pharmaceutique, c'est absolument clair. Donc, il faut bien faire. Donc, quelqu'un qui témoigne qu'il a eu 10 jours après ou 5 jours après, peu importe, telle ou telle maladie, ça ne démontre pas le lien de cause à effet, vous comprenez? Il y a beaucoup plus de probabilités. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, il y a des effets indésirables. Ils sont très très rares, je vais y revenir en termes de nombre, en fréquence. Mais ce témoignage, en tant que tel, même si il faut respecter la souffrance de la personne, ne démontre absolument pas que c'est lié au vaccin. Il faut bien avoir en tête, bien distinguer deux événements qui sont coïncidents, le hasard les associe, d'une relation, d'une cause à effet qu'un événement, la vaccination, provoque quelque chose. Donc ces témoignages en tant que tels, je suis désolé de le dire un peu brutalement, n'ont aucune valeur. Je suis un peu dur, mais parce que c'est la réalité scientifique. Scientifiquement, ça vaut rien. Ce qui vaut, ce sont les analyses de comparaison de fréquences d'événements chez les gens vaccinés et pas vaccinés, ou des analyses précises de cas, parce que parfois, il y a des choses qui interpellent et évidemment qui posent question. Alors, vous dites 0,07% d'effets indésirables. Bon, ce qui est un pourcentage d'ailleurs qui ne pas qui doit être assez juste, mais ça ne correspond pas à 20 000 cas en Martinique. Je ne sais plus exactement quelle est la population de la Martinique. Merci de m'aider. Non, je fais juste un rapport statistique, 350 000 habitants, 0,07, ça fait 24 500. Non, pas du tout. Enfin, pas du tout, d'accord, je me trompais. 100 fois moins. C'est pas 24 000. Merci. Non, ça fait 252 parce qu'en fait, 0,07 divisé par 100, madame. C'est 0,07 fois 360 000 divisé par 100. Vous voyez, donc c'est pas du tout la même chose. Et, alors, il y a quelques effets. C'est pas la même chose. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Si on prend les vaccins ARN, une fois sur 100 000, c'est très peu. On peut faire un choc anaphylactique. Et chez les sujets jeunes, plutôt les hommes, après la seconde dose, avec le vaccin Pfizer, environ une fois sur 30 000, on peut faire une inflammation du cœur pendant quelques jours et qui guérit ensuite. Merci beaucoup. Des événements encore plus rares. Donc voilà, il faut bien faire attention à l'analyse de ces effets indésirables, les replacer dans leur réalité et de l'autre côté, les balancer en plus avec le risque de Covid et que l'on connaît et qui est terrible. C'est ça, merci. Merci à vous. J'essaie de reprendre rapidement quelques questions dans le chat. En fait, j'essaie de respecter l'ordre. J'essaie de respecter, madame, l'ordre des demandes parce que il y a des mains qui se sont levées et des gens qui ont posé leurs questions dans le chat, donc on essaye de faire par ordre de demande. On a sur le chat donc une question spécifique, pourquoi faut-il faire une dose de rappel après une injection par le Janssen? Et au-delà de ça, quel est l'intérêt du vaccin s'il n'est pas efficace face à Omicron? Enfin, ça pose la question de la vaccination avec l'apparition des variants. Donc la deuxième dose par un vaccin ARN après le Janssen, et la deuxième question, vaccin et variant. Alors, le vaccin de Janssen, il a une certaine efficacité, hein, c'est pas zéro, mais il est moins efficace et il est moins efficace que les vaccins en général ARN et il est moins efficace sur le variant Omicron, d'où la nécessité, qui était déjà exacte du temps de Delta, qui existe encore, et qui va être encore plus exacte pendant Omicron dans les semaines qui viennent, c'est d'avoir, je répète, après la dose de Janssen, une dose d'ARN et ensuite un rappel.
Alors après, on ne peut pas dire que les vaccins ne sont pas efficaces. Je vous ai dit tout à l'heure, à l'égard du Delta déjà, qui est quand même la réalité de ce que vit aujourd'hui la Martinique et la métropole encore en grande majorité. Je rappelle que à l'égard de l'hospitalisation, donc ce qui est le plus important, des formes graves de la maladie, après 2 doses de vaccin, on est protégé à 90%. Après un rappel, on est protégé à 99%. Donc ça, pour moi, ça s'appelle un vaccin efficace, pas un vaccin inefficace, même si ce n'est pas 100%, mais c'est vraiment pas loin. Et à l'égard du variant Omicron, la protection, on a des chiffres moins précis parce que les choses sont plus récentes, mais après les 2 injections, on est à un ordre de protection contre les formes graves qui doit être à 60-70%, et après le rappel, on monte à 90%. Donc on ne peut pas dire que ce soit inefficace, c'est efficace. Encore une fois, pas parfait, mais très franchement efficace. Donc il faut utiliser cette arme qui est l'arme salvatrice pour éviter les hospitalisations, les décès, le drame malheureusement que vous avez connu en Martinique il y a quelque temps, et le drame qui se poursuit, moins sévère, mais qui existe en métropole. Merci. J'enchaîne parce que l'heure tourne, on a dépassé déjà l'heure de réunion, en laissant la parole à Madame Vigé, qui peut activer son micro. Oui, bonjour, Daniel Vigé, je suis un homme, à une femme. Je suis le responsable du vaccinodrome du Lamentin à la Martinique. Et je voulais vous poser une question qui n'est pas en lien avec le vaccinodrome. C'est que, en tant que médecin sapeur-pompier, je suis médecin du travail donc au SDIS de la Martinique. Et nous sommes confrontés à des certificats médicaux de médecins dont les comportements sont connus sur la place publique qui fournissent des certificats, notamment sur le fameux CERFA, avec on va dire des rayures sur les contre-indications qui sont citées et en évoquant des motifs du genre effet nocebo avec des antécédents qui ne sont pas vérifiés. Alors moi, la question que je voudrais vous poser, c'est qu'à votre niveau ou à quel niveau que ce soit au niveau de l'ARS ou encore au niveau du médecin conseil de la CGSS, à quel moment peut-on faire arrêter ce genre de dysfonctionnement qui sont préjudiciables tout au moins pour les personnes qui sont porteuses de ces documents? Peut-être, je ne sais pas, peut-être à l'ARS de répondre. Moi, je veux bien dire quelque chose, mais je pense que c'est plus de la compétence de l'ARS. Je ne sais pas si Olivier Coudin ou Fabien Lalleux voulaient intervenir. De toute évidence, en tout cas sur les certificats de contre-indication tels qu'ils sont rédigés, il y a un circuit d'analyse par le médecin conseil de la CGSS qui, au regard des contre-indications reconnues par la Haute Autorité de Santé, est légitime donc à refuser un vaccin qui ne serait pas, qui ne relèverait pas de ces contre-indications. Après, bien entendu, l'identification peut-être de prescripteurs systématiques fait déjà l'objet donc d'une analyse par ces services-là même, et effectivement ne manqueront pas à minima d'un rappel à l'ordre, ou en tout cas même d'échanges en tout cas entre le médecin conseil et ses praticiens. Peut-être ce que je peux rappeler, c'est que les vraies contre-indications à la vaccination, elles sont absolument exceptionnelles. C'est quelques centaines de personnes parmi les 67 millions de Français. Donc en gros, il n'y en a pas. Enfin, j'exagère, il y en a, mais elles sont ultra exceptionnelles. Ultra exceptionnelles. Et souvent, c'est par exemple les enfants qui ont eu une complication cardiaque du Covid, je dis bien du Covid, où pour l'instant, on est un peu prudent à l'idée de les revacciner. Par ailleurs, à l'échelle nationale, où on est confronté malheureusement, j'élargis un peu votre propos, à des faux passes sanitaires ou des vrais faux passes sanitaires rédigés par des médecins un peu scrupuleux. Moi, j'ai entendu pas plus tard cet après-midi le ministre de l'Intérieur dire qu'il y a énormément d'enquêtes en cours et il y aura une sévérité accrue à l'égard des tricheurs. Et à titre personnel, là je parle en tant que citoyen, pas en tant que scientifique, je pense qu'il ne faut pas laisser passer des attitudes qui nuisent à l'intérêt général avec la fabrication de faux certificats. Et
me mêle de ce qui me regarde qu'à moitié, pardon, mais c'est une réaction de citoyen. Je suggère que ces cas soient signalés à l'ordre des médecins. Juste pour compléter ce qui a été dit, on a eu un choc anaphylactique un samedi en fin de matinée, mais qui a effectivement très bien récupéré au traitement, et que en termes de contre-indication, on a eu à une période beaucoup de demandes de consultation pour rédaction de certificats de contre-indication, et on en a fait très peu et souvent des temporaires suite à des personnes, par exemple, qui avaient des problèmes cardiaques en cours, pas très bien étiquetés, voilà, ce genre de choses, mais que, effectivement, je confirme que sur notre expérience, notre petite expérience au CHU et en Martinique, les situations correspondant aux vraies contre-indications sont véritablement exceptionnelles. Merci, professeur. Je laisse la parole à Mathilde de son prénom. Il n'y a pas de nom de famille si elle veut activer son micro. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Allez-y. Oui, bonjour. Donc, je suis médecin dans une structure de Lille, dans un SSR, et on a accueilli beaucoup de patients au décours en fait de Covid grave pour de la réhabilitation à l'effort notamment. Et en fait, moi, ma difficulté, c'était que parmi ces patients-là, on a eu un nombre non négligeable de patients qui, malgré la forme très sévère et parfois pour certains des décès dans la famille ou dans l'entourage proche, refusaient quand même la vaccination. Et donc du coup, je voulais savoir un petit peu quels étaient les leviers. C'est vrai que j'argumentais pas mal sur le fait que on n'avait pas forcément de données sur la protection et la durée de la protection liée à l'infection, et surtout que ça, justement par rapport à l'émergence de nouveaux variants, on n'avait pas, on n'avait pas encore de perspective, et on pouvait supposer que un antécédent d'infection ne suffisait pas à les protéger parfaitement. Mais j'avoue que ces arguments n'étaient pas toujours suffisants. Donc je voulais savoir ce que vous faisiez si vous étiez confronté, quand vous étiez confronté à ces cas-là. Pourtant, vos arguments sont bons. Les développer, les étayer, c'est que malheureusement, c'est vrai que l'infection donne une immunité, bien sûr, mais c'est une immunité qui n'est pas forcément suffisante à l'égard d'un nouveau variant. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui avec l'Omicron, où il y a en Afrique du Sud, par exemple, que les habitants là-bas ont été confrontés à des successions d'épidémies avec différents variants. Ils ont un variant bêta en particulier, c'est qu'il y a eu beaucoup de réinfections. Et on sait très bien, par contre, que si on combine infection et vaccination, on a une immunité, alors là, extrêmement forte. C'est la meilleure des situations de protection. Donc une personne qui a fait une infection, a fortiori une infection grave, doit recevoir une seconde dose, et puis ensuite, s'il n'a pas été vacciné du tout, un rappel plus tard. Et ça conférera à cette personne un niveau d'immunité extrêmement élevé, et qui la mettra à l'abri à 99 quelque chose %, de tout risque de nouvelles infections graves, avec Delta et avec Omicron. Donc vos arguments sont juste les... Alors après, il y a des craintes spécifiques liées aux aspects de ce que les personnes en Martinique peuvent penser, et là je suis moins bien placé pour répondre par contre. Mais d'une manière générale, c'est ce que l'on peut dire. Merci. Alors une question sur le chat, plutôt en rapport toujours avec les effets secondaires éventuels du vaccin. Question rapport entre vaccination et troubles de la menstruation. Je pense au-delà de ça, on peut parler des troubles de la fertilité aussi. Est-ce qu'il y a des relations éventuelles, professeur? Alors menstruation, c'est exact, mais ce n'est pas spécifique au vaccin contre le Covid. Ça a déjà été observé que le vaccin perturbe en règle un cycle de menstruation, et qui ensuite se remet en place normalement sans aucune séquelle ou quoi que ce soit. C'est pour moi un aspect un peu inflammatoire qui entraîne ce très léger dérèglement endocrinien transitoire sans séquelles et très bref. Et donc si vous élargissez la question au risque de stérilité ou au risque aussi pour les bébés d'ailleurs, maintenant on a suffisamment de recul depuis 1 an et un nombre de femmes vaccinées dans le monde qui est colossal évidemment, pour dire que le vaccin n'entraîne absolument pas de stérilité.
n'entraîne pas de malformation chez les enfants ou quoi que ce soit, n'entraîne pas de fausse couche. Il y a des études très précises, plusieurs études qui le montrent. Par contre, le vaccin protège les femmes enceintes et les bébés parce que les femmes enceintes peuvent faire des formes sévères de Covid en fin de grossesse liées à la gêne respiratoire, surtout si elles ont des facteurs de risque par ailleurs, obésité ou diabète, mais même si elles n'ont pas de facteurs de risque. Il peut aussi provoquer des complications vasculaires qui gênent la vascularisation du placenta. Et donc, il y a des fausses couches provoquées par la maladie, pas par le vaccin, des prématurités, des retards de croissance intra-utérin, donc une pathologie néonatale secondaire à une infection de la femme pendant la grossesse. Donc la recommandation est que les femmes enceintes doivent être vaccinées et vaccinées complètement pour les mettre complètement à l'abri de risques pour elles-mêmes et pour leur enfant. Et je répète que dans l'autre sens, le vaccin n'entraîne pas d'effets indésirables chez les femmes et chez les femmes enceintes. C'est très important à garder en tête et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est maintenant fondé sur une expérience mondiale qui concerne des centaines de millions de femmes. On a eu au cours de la 4e vague, on a eu à déplorer au cœur de cette vague un certain nombre de femmes enceintes qui ont été infectées à tous les trimestres et on a été en difficulté avec en fait un nombre non prévu et considérable de prématurés qu'on a dû transférer vers la métropole parce qu'il n'y avait plus de possibilité de les prendre en charge sur place, des césariennes en urgence. Il y a une femme qui est décédée et il y a eu plusieurs femmes avec des séjours très prolongés en réanimation. Donc c'est malheureusement une situation qu'on a déjà vécue et qu'on redoute en cas de reprise très intense d'une nouvelle vague. Donc vraiment, il faut partout faire passer ce message de vacciner toutes les femmes enceintes, de vacciner toutes les femmes en âge de procréer. Il y a un enjeu considérable et on a vu comment en quelques jours, on peut se retrouver complètement balayé par ce problème. Très bien, merci. Encore une question sur le chat. Donc, on a déjà dépassé à peu près d'un quart d'heure le temps qu'on s'était fixé. Donc, on arrive un peu à la fin de l'exercice. On essaie de traiter les dernières questions et si vous en êtes d'accord, se séparer au maximum à 15h heure de Martinique, donc 20h heure de métropole, peut-être encore une dizaine de minutes le temps de finir. Une question en fait assez large sur les éléments que vous aviez évoqués, je pense professeur aussi, qui serait bien d'en rappeler. On nous parle de pharmacocinétique et vaccin ARN. Vous aviez parlé effectivement de ces éléments-là. Est-ce qu'il y a des choses à rappeler? Oui, donc juste rappeler que le contenu du vaccin, c'est-à-dire l'ARN, est très très vite éliminé. Il permet évidemment de fabriquer la protéine, qui elle persiste un tout petit peu plus, pas très longtemps, mais quelques jours. L'ARN lui-même, donc de l'ordre de 2 jours, mais ça suffit pour enclencher une production de la protéine, la fameuse protéine spike, et donc la réponse immunitaire. Voilà. Merci. On passe la parole à Madame Louemba qui a levé la main. Merci et bonjour à tous. J'ai une question. Donc, je suis directrice de l'EHPAD des Anses d'Arlay et souvent, j'ai des agents qui ont été contaminés par le Covid depuis la première vague, donc qui ont fait une sérologie qui était positive. Et il me pose la question de savoir s'il leur faut faire une 2e dose de vaccin. Oui, alors c'est un tout petit peu ce qu'on a déjà discuté. Le fait d'avoir été infecté confère un certain degré d'immunité, mais pas une immunité forcément suffisante, surtout pas à l'égard du variant qui arrive Omicron. Et le titre d'anticorps, pour chaque personne, ne permet pas de façon précise de prédire le degré de protection ou de non-protection. Donc c'est la règle, et cette règle est juste parce qu'elle permet de bien se protéger. C'est si on a eu une infection, il faut ensuite avoir une 2e dose et puis ne pas oublier quelques mois plus tard le rappel. C'est ainsi qu'on est vraiment complètement protégé et pour les professionnels de santé et surtout en EHPAD, éviter le risque de contaminer les résidents de l'EHPAD. Comme vous savez, si un résident d'EHPAD est contaminé, surtout s'il n'a pas été vacciné, mais même s'il a été vacciné incomplètement, le risque d'une forme grave ou d'un décès est très élevé. Je voudrais juste compléter sur la sérologie parce que
ça a fait l'objet de messages pas toujours très cohérents. Donc, vous savez qu'on a une particularité ici, c'est qu'on est une zone d'endémie pour la dengue. Et chez les adultes, la séroprévalence, c'est-à-dire le fait d'avoir eu un contact avec un des virus de la dengue, c'est plus de 90%, 93% des adultes sur plusieurs études qu'on a menées en Martinique et en Guadeloupe. Et cette fréquence augmente avec l'âge. Donc en EHPAD, on est à plus de 95% de personnes qui ont déjà eu un contact avec le virus de la dengue, donc qui ont des anticorps dirigés contre un ou plusieurs des virus de la dengue et donc qui ont une sérologie positive pour la dengue. Or, contre toute attente, parce que les virus de la dengue sont très différents du SARS-CoV-2, contre toute attente, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir ce qu'on appelait une réactivité croisée entre la sérologie de la dengue et la sérologie du SARS-CoV-2. Et en particulier, on a repris dans les pays où il y a beaucoup de dengue, notamment au Brésil, des échantillons de sang qui avaient été prélevés bien avant l'émergence du Covid, et on s'est rendu compte que 5 à 20% de ces échantillons de sang revenaient positifs à certaines sérologies du SARS-CoV-2. Donc du coup, c'est vrai que sur la stratégie vaccinale, ce qui nous a été demandé par le ministère de la Santé, c'était lorsque on a juste un résultat sérologique comme preuve d'une infection antérieure, d'un Covid antérieur, c'est finalement de ne pas en tenir compte et de réaliser une primo-vaccination à 2 doses pour ne pas risquer finalement, si c'était un faux positif, si la positivité de cette sérologie n'était pas liée à un Covid antérieur mais à la dengue antérieure, et bien de ne pas risquer de faire une primo-vaccination insuffisante. Et donc, en tout cas, ces recommandations ont été pas mal discutées, mais elles ont été confirmées à plusieurs reprises par le ministère de la Santé de ne pas tenir compte quand on n'avait que ça. Par contre, effectivement, si on a un antécédent de Covid avec une PCR positive ou un test antigénique positif, il faut appliquer la stratégie qu'a indiqué le professeur Fischer, c'est-à-dire une dose, puis le rappel. Madame Louemba, c'est bon? Vous aviez relevé la main. Une autre question, puisque vous avez parlé tout à l'heure du Novavax, c'est ça? Novavax. Oui. Est-ce que cette personne, justement, qui n'a eu qu'une dose, peut attendre le Novavax, ou bien vous lui conseillez de reprendre Pfizer ou un autre, Moderna ou autre? Je vous confirme qu'il ne faut pas attendre, que c'est une prise de risque d'attendre, et qu'en plus le Novavax est moins bon que le vaccin ARN, donc il faut prendre le Pfizer ou le Moderna sans attendre. Merci. Alors on arrive à la fin. Je vais peut-être relayer en fait une question qui, à mon sens, couvre beaucoup des échanges sur le chat, à savoir quels éléments de Donc, je reprends, pardon, on a des problèmes de connexion à l'ARS. Oui, la stratégie vaccinale est nécessairement adaptable et évolutive en fonction de l'évolution de l'épidémie, mais rappelez quel est le délai entre la 2e dose et le rappel, et puis quelle est la réflexion actuellement sur la logique de ces rappels itératifs. Qu'est-ce que, sans avoir de certitude bien entendu à l'heure actuelle, vous pouvez avoir comme réflexion? Alors, initialement, le délai préconisé pour le rappel était de 5 mois après la primo-vaccination, fondé sur les données qui avaient été obtenues et qui étaient excellentes dans d'autres pays. Mais dans le contexte de l'Omicron qui incite à pousser, à forcer autant qu'on le peut la pratique des rappels, ce délai va être abaissé à 4 mois. Et c'est peut-être légèrement moins optimal, mais ça permet de vacciner un plus grand nombre de personnes, et donc c'est tout à fait bénéficiaire. Est-ce qu'il y aura besoin ensuite d'autres rappels? On ne peut pas le dire aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas la durée de protection que va conférer ce rappel contre l'Omicron. S'il faut un rappel à un moment ou à un autre, il faudra le faire. Mais on ne peut pas y répondre aujourd'hui. Il n'y a pas de notion de rappel itératif à ce jour. C'est possible qu'il le faille,
C'est possible qu'il y ait des bonnes surprises, qu'il ne faille pas. Il faut juste faire ce qu'il faut pour contrôler cette épidémie et faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes hospitalisées, le moins de décès. C'est ça l'objectif. Hein. C'est évident que, où qu'on soit en Martinique, en métropole ou ailleurs dans le monde, il faut réduire le nombre d'hospitalisations, il faut réduire le nombre de morts, sauvegarder le système de santé pour que les personnes qui sont atteintes d'autres maladies puissent être soignées convenablement. C'est ça l'objectif. Et il faut faire ce qu'il faut. Et si ça implique d'avoir un vaccin tous les 6 mois, j'en sais rien. Hein. C'est une pure hypothèse. Je n'ai aucune idée pour l'instant. De vaccins qui sont très bien tolérés, je pense qu'il faudra le faire. Et s'il n'y a pas besoin, on ne le fera pas. Je rappelle que pour la grippe, on se vaccine tous les ans, hein, déjà. Donc peut-être qu'il faudra quelque chose du même ordre pour le Covid. Très bien, merci. Bon, dans le chat, certaines questions autour de voilà, comment se fait-il que des pays largement vaccinés voient une circulation accrue du virus? Je ne sais pas si on a quelques éléments. Il y a des pays moyennement vaccinés, c'est ça ce que vous avez dit? Non, plutôt fortement vaccinés. En France, disons. Pourquoi en France il y a une poussée C'est ça la question après tout. La France. Deux exemples dans le monde. Il n'y a pas de précision sur le pays. Oui, mais peu importe. On peut autant prendre l'exemple de la France, mais on pourrait prendre la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. Les pays où le niveau de vaccination est élevé. Mais pour plusieurs raisons, parce qu'il y a toujours 10% ou 9% maintenant de la population qui n'est pas vaccinée. Et je rappelle qu'elle représente plus de 50% des personnes hospitalisées. Donc ces personnes sont malades et peuvent faire circuler le virus. C'est la première raison. La deuxième raison, je l'ai évoqué, c'est que le vaccin, tout en étant très efficace, n'est pas parfaitement efficace. Donc surtout avec les mois qui passent, eh bien on a une moindre protection contre l'infection, donc le virus circule et on peut infecter les personnes fragiles, non vaccinées, ou les personnes immunodéprimées qui sont très fragiles. Il y a en France, de l'ordre de 300 000 personnes qui répondent mal à la vaccination, donc qui sont vraiment en danger et leur vie dépend de la vaccination des autres. Donc ça, c'est un deuxième point. Troisième point, on a observé, en tous les cas en métropole, je ne sais pas en Martinique, que les gestes barrières qui sont très importants pour limiter la circulation du virus sont un peu moins bien respectés, ça joue. Et quatrième raison, alors cette fois-ci, ça joue moins pour vous parce que sur le plan climatique, la situation est différente, je le réalise, mais en France métropolitaine, en phase hivernale comme nous sommes aujourd'hui, ça favorise évidemment les contacts en intérieur, parce que les gens vivent plus à l'intérieur, moins en extérieur, et on peut modéliser que ça compte aussi. Donc c'est tous ces éléments qui, mis ensemble, expliquent qu'il puisse y avoir des poussées épidémiques malgré la vaccination. Et ce qu'on peut dire, c'est que s'il n'y avait pas eu la vaccination, on aurait des poussées épidémiques encore plus graves, des dizaines de milliers à l'échelle de la France. Et tout à l'heure, il a été évoqué les chiffres pour la Martinique, mais pour l'échelle de la France, au moins des dizaines de milliers de morts en plus, un système hospitalier en chaos de façon durable et des conséquences économiques que je ne saurais imaginer. Donc il faut bien avoir conscience que même si ce n'est pas parfait, l'effet de la vaccination telle qu'elle est pratiquée massivement dans le monde, encore insuffisamment, mais enfin, qui est utilisée de façon, à moitié de la planète est vaccinée à peu près, a permis de limiter cette épidémie. Évidemment, on n'est pas au bout. Et puis évidemment, les nouveaux variants viennent compliquer les choses, mais c'est une réalité à laquelle il faut s'affronter. Mais c'est la vaccination et reste l'arme principale, à côté des gestes barrières, un tout petit peu des thérapeutiques, pour éviter, encore une fois, les formes graves, les hospitalisations, les séjours en réanimation et les morts, bref, les drames que nous connaissons trop avec ce Covid. Très bien. Je vais juste poser peut-être une dernière question très générale et on sort peut-être de l'exemple. Excusez-moi, à nouveau une coupure, désolé, sur finalement comment peut-on se prémunir des problématiques de conflit d'intérêts par rapport à la décision politique, voire même à l'expertise scientifique. Je ne pense pas qu'on résoudra toutes les questions, mais il y a quelque chose qui tourne un peu autour de ce sujet-là. Oui. Si vous avez quelques éléments à ajouter. Une façon de discréditer éventuellement une parole scientifique, c'est de dire qu'elle est liée à des intérêts commerciaux, des intérêts de l'industrie pharmaceutique, ce qui peut arriver une fois de temps en temps. Hein, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais en l'occurrence,
Alors, on peut dire que ça peut être vrai pour une personne, mais ce n'est pas vrai quand vous avez 100, 1000, 10 000 ou 50 000 experts dans le monde qui, en gros, disent à peu près la même chose. Et c'est le cas. Si vous prenez les experts, les scientifiques américains, anglais, allemands, italiens, japonais, français, australiens, enfin je ne vais pas tous les citer, ceux qui travaillent à l'Organisation mondiale de la santé, ça fait beaucoup de monde et dont les avis sur la vaccination sont ceux en gros que je vous ai donnés et donc qui permettent d'écarter le fait que cette parole est liée à l'industrie pharmaceutique, sauf à imaginer un gigantesque complot mondial qui impliquerait en gros tous les médecins de la planète. Mais là, on est dans de l'hyper-complotisme qui n'a aucun sens. Je peux vous dire qu'à titre personnel, après tout, je suis un de ces experts qui parlent de la vaccination. J'ai dû remplir, et ce qui est normal, une déclaration publique d'intérêt qui est consultable. Il y a un site qui est ouvert, donc vous pouvez les vérifier quels sont mes conflits d'intérêt, mes liens d'intérêt. À vrai dire, j'en ai à peu près pas, et j'en ai exactement 0 avec les industriels qui fabriquent les vaccins. Et j'ai avec moi un groupe de 12 personnes qui travaillent avec lesquelles, qui sont des médecins, des spécialistes des sciences humaines et sociales, des chercheurs en biologie, des familles, des patients aussi, des gens de la société civile. Et toutes ces personnes, leurs noms sont publics, leur déclaration publique d'intérêt est publique par définition, et vous pourrez vérifier très facilement qu'ils n'ont absolument aucun lien avec l'industrie pharmaceutique. Donc cette accusation, qui encore une fois peut être de temps à autre justifiée, c'est un problème qu'on ne peut pas écarter, ne peut pas par contre être utilisé comme c'est fait par les anti-vax systématiquement pour essayer de discréditer une parole scientifique. Voilà. Et je pourrais éventuellement retourner les choses en disant que de temps en temps, il faut s'intéresser aux conflits d'intérêts des anti-vax. Parce très souvent, ils en ont. Ben écoutez, merci. Clairement, je pense qu'on a dépassé de 30 minutes l'heure qui était prévue. Je laisserai peut-être le mot de la fin. Je ne sais pas si le directeur général adjoint est encore avec nous. Juste toujours là. Professeur, oui, je vous en prie. Ouais, juste Vincent, ce que je voudrais dire, deux choses. Je voudrais remercier beaucoup le professeur Fischer pour sa présence et pour la clarté des propos qu'il a tenus ce soir et m'indigner une fois de plus sur ce que je suis en train de lire sur le chat. Il est devenu totalement insupportable aujourd'hui, après ce que nous avons traversé et ce que nous allons encore traverser, tous les morts que nous avons à déplorer, de lire des inexactitudes et de laisser des propos mensongers circuler sur les groupes WhatsApp et autres, et notamment le fait d'écrire qu'il y a autant de personnes vaccinées que non vaccinées qui décèdent à l'hôpital et qui sont admis en réanimation. C'est évidemment totalement faux. Donc c'est sûr qu'on n'a pas le temps de répondre à tous ces propos mensongers qui traînent sur les réseaux sociaux. On y passerait nos journées et nos nuits, on a mieux à faire auprès de nos patients. Mais comme là, on est tous ensemble réunis et que je vois apparaître des choses de ce type sur le chat, et avec toujours la question du médicament expérimental, etc., c'est insupportable, vraiment insupportable. Et c'est vraiment se faire complice du drame qui est en train de se jouer aux Antilles depuis des mois et qui va continuer. Donc, j'incite ces personnes à plus de dignité et à penser à toutes les personnes dont elles sont indirectement responsables de la mort. Merci. C'est noté. Je tiens à souligner qu'en tant que modérateur, je pense avoir balayé l'ensemble des sujets sans aucune censure pour montrer aussi toute la transparence avec laquelle cette initiative a été prise. Preuve une fois encore qu'il n'est pas si évident de prêter des intentions complotistes aux personnes qui ont pris ces initiatives. Donc, à titre personnel, un grand merci à tous les deux professeurs. Et je laisse la parole à Monsieur Coudin. Je vais être très bref pour vous remercier tous les deux, remercier Vincent d'avoir assuré ce rôle de modérateur avec talent, et vous remercier tous les deux, professeur Cabier, professeur Fischer, pour vos interventions et pour toutes les réponses que vous avez pu apporter aux nombreux participants. On a compté plus de 140 participants à certains moments à ce webinaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions pour lesquelles il y avait
encore un certain nombre de doutes. Alors, André Cabier vient de le dire, hein, c'est assez parfois décourageant de voir certains commentaires continuer à circuler, y compris en commentaire de notre webinaire. Mais je pense qu'il faut continuer à expliquer, continuer à la pédagogie vis-à-vis des personnes qui sont réceptives. Moi, je pense qu'il y en a un certain nombre qui, de toute façon, ne le seront jamais, donc, et qui continueront hein, à diffuser des messages pour mettre le doute, pour instiller le doute, pour surfer sur les incertitudes avec des objectifs que j'avoue avoir du mal à comprendre aujourd'hui compte tenu des situations qu'on a vécues en Martinique. Mais en tout cas, c'était important qu'on puisse avoir ce temps avec vous, professeur Cabier, avec vous, professeur Fischer. Un grand merci à vous deux et un grand merci à tous les participants, tous ceux qui ont pu vous permettre aussi d'éclairer l'ensemble des participants à travers leurs questions. Un grand merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.